Tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et je vous remercie vraiment sincèrement pour cette invitation. Comme cela a été introduit dans l'ordre du jour, je suis actuellement ingénieur produit et responsable d'équipe de conception à Decathlon. Et du coup, à ce titre, ce témoignage sera forcément teinté conception produit. Je pense cependant que la plupart d'entre vous seront capables de faire les liens avec vos responsabilités d'ingénieur actuel, quel que soit votre domaine d'activité. On va passer ensemble 20-30 minutes et du coup, on aura le temps que d'effleurer la surface de certains sujets comme l'éco-conception ou l'économie d'usage. Mais par contre, on pourra s'étendre un peu plus longuement, rentrer un peu plus en profondeur sur ces sujets par la suite via les échanges sur Discord. Donc, en introduction, moi, je voulais d'abord commencer par une petite citation. Ce que l'homme appelle vérité, c'est toujours sa vérité, c'est-à-dire l'aspect sous lequel les choses lui apparaissent. De mon côté, je ne suis pas du tout un expert de l'environnement et je n'ai pas la prétention de détenir la vérité. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce que je vais essayer de vous partager, c'est la vérité que je me suis construite, notamment grâce à mes expériences dans ma carrière d'ingénieur, mais aussi dans ma vie d'homme. Et afin de bien appréhender le rôle de l'ingénieur face aux enjeux environnementaux, il me semble important de les passer en revue rapidement. Pour cela, je vais vous proposer deux graphiques issus du rapport spécial du GIEC portant sur les impacts du réchauffement climatique. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le GIEC, c'est un groupement d'experts intergouvernementaux traitant de l'évolution du climat. Leur mission, c'est d'évaluer les informations qui nous sont nécessaires pour mieux comprendre les risques liés au réchauffement climatique d'origine humaine. Et donc sur ce premier graphique, nous avons deux simulations de la répartition des augmentations de température sur la planète d'ici la fin du siècle. La carte de gauche correspond en fait à une augmentation moyenne d'1,5 degré. Cette augmentation d'1,5 degré d'ici la fin du siècle, c'est la trajectoire souhaitée, c'est celle qui a été validée par les policymakers lors de la COP21 de Paris il y a quelques années. Celle de droite, elle correspond en fait à une augmentation moyenne de la température de 4,6 degrés, soit en fait la trajectoire actuelle si rien n'est fait. On y voit de grosses disparités sur ces deux cartes, avec notamment sur la carte de droite des augmentations de température qui peuvent aller jusqu'à plus 9 degrés au-dessus des océans et même jusqu'à plus 11, plus 12 degrés au-dessus des pôles. Entre le scénario à plus 1,5 et celui à plus 4,6, la montée des eaux passerait de plus 48 cm à presque plus 9 mètres. Sans prendre en compte l'augmentation de l'intensité de la fréquence des sécheresses ni leur impact sur les cultures, cela engendrerait grosso modo entre 470 et 760 millions de personnes devant se déplacer sur la planète. Quand nous voyons aujourd'hui comment les migrants sont considérés à travers le monde, il y a quand même peu de chances pour que cela se fasse dans la joie et la bonne humeur. Afin de rester sur cette cible à plus 1,5, le GIEC modélise 4 scénarios différents. On ne va pas rentrer trop dans les détails. L'idée, c'est juste de vous donner un avis global. Mais en tout cas, sur ces graphiques-là, la partie grise correspond aux émissions de CO2 liées aux énergies fossiles et à l'industrie. En marron, ce sont les émissions positives ou négatives liées à l'agriculture ou aux forêts. On parle d'AFOLU. Et en jaune, ce sont les énergies, elles, toujours négatives, qui sont liées au BECS et qui sont en fait des solutions de captation de carbone, souvent artificielles. Quel que soit le levier principal, quel que soit le scénario, le levier principal reste de baisser plus ou moins rapidement les émissions liées aux énergies fossiles. Les AFOLU et les BECS, quant à eux, pourront plus ou moins compenser via des émissions négatives. Et le scénario à privilégier, c'est sans aucun doute le premier. En effet, on voit dans les scénarios 2 à 4 que les BECS sont plus ou moins prépondérants, mais les BECS, ce sont des solutions qui sont en fait pas tout à fait matures
et qui repose sur des solutions de l'innovation technologique encore incertaines. De plus, le CO2 stagne, reste environ un siècle dans notre atmosphère avant de commencer à s'en échapper. Et du coup, les scénarios 2 à 4 impliqueraient un dépassement temporaire de la cible des plus 1,5 degrés avec les conséquences climatiques associées. Or, aujourd'hui, il est compliqué, voire impossible, de prédire l'ampleur de ces conséquences. La cible, elle est donc assez claire, elle est ambitieuse. Ce serait de baisser de près de 90% nos émissions de CO2 d'ici 2050 pour atteindre un net carbone en 2060. Et au final, on a très peu de temps pour le faire, puisque 2050, c'est demain. On a tout juste 30 ans, et c'est moins d'une carrière pour des ingénieurs comme nous, pour relever ce challenge sans précédent. Si nous avions commencé nos efforts il y a 10 ans, pour tenir le rythme, nous aurions dû baisser nos émissions de 3,3% par an. Le problème, c'est que depuis 10 ans, nos émissions, elles ont continué à augmenter. Et maintenant, c'est 7,6% de gains qu'il faut viser pour obtenir cet objectif. Et 7,6%, c'est justement l'impact estimé du Covid en 2020. Je pense que vous me rejoindrez sur le fait qu'on ne va pas compter sur un Covid annuel pour réaliser ces objectifs, pour tenir cette trajectoire. Et si on traîne, si on attend encore 5 ans de plus parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on n'a pas anticipé, parce qu'on n'a pas envie de se mettre en action tout de suite, bah c'est 2 fois plus qu'il va falloir aller gagner. Il va falloir aller chercher 15,4% par an. Donc c'est bien à nous, qui sont derrière nos écrans, de prendre les choses en main dès maintenant. On ne peut pas attendre de suivre un mouvement qui ne viendra peut-être jamais de lui-même dans notre entreprise. Chaque année qui passe sans action, ça rend la montagne encore un petit peu plus difficile à gravir. Et selon moi, l'ingénieur qui n'intègre pas dans son domaine de responsabilité les enjeux environnementaux n'a pas compris son métier et encore plus, il n'a pas compris sa place dans notre société actuelle et future. Les enjeux sont posés. Maintenant, comment l'ingénieur peut-il intervenir? On va faire un petit peu d'économie, vraiment un tout petit peu. Les entreprises, elles ont généralement toute une raison d'être qui leur est propre. Il n'empêche qu'elles se retrouvent sur leur finalité qui est dans le modèle économique actuel. Enfin, cette finalité reste la plupart du temps de générer du profit. Pour y parvenir, elles se basent sur des objectifs de croissance et de rentabilité. Il existe aujourd'hui des débats pour savoir s'il est possible, dans un monde fini, d'avoir une croissance infinie. Moi, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse. Par contre, ça me semble quand même assez contradictoire. Du coup, en conséquence, il paraît compliqué de répondre à ces enjeux environnementaux dans une entreprise qui recherche cette croissance, elle-même très corrélée aux émissions de CO2. Si elles ne sont pas simples à mettre en œuvre, les solutions n'en restent pour autant pas moins évidentes. Que l'on vende du service ou du produit, la première des options est de mieux le faire. La société occidentale, elle évolue. Le retour du bon sens paysan se fait de plus en plus sentir et la protection de l'environnement est même devenue la première préoccupation des Français en 2019. Il y a donc un marché qui est plein d'opportunités et un marché qui devrait continuer à se développer. Enfin, il ne faut pas oublier que les entreprises ont un grand pouvoir. Elles ont le pouvoir de changer les habitudes de leurs consommateurs grâce aux offres qu'elles proposent. C'est donc une offre mieux conçue et plus responsable qui pourra et devra prendre des parts de marché sur la concurrence. Et cela permettra de garantir une croissance plus durable et plus éco-responsable. Maintenant, par où commencer ? Il n'y a pas d'approche unique quand on parle de réduire son impact environnemental. De mon côté, je vais me contenter de vous partager celle qui est appliquée dans mon entreprise, car une nouvelle fois, ce qui est appliqué dans une entreprise de conception de produits peut, je pense, être dupliqué dans la plupart des domaines d'activité où l'ingénieur intervient. Globalement,
il faut connaître d'où on vient pour savoir où on va. Cela passe par un diagnostic sur l'impact environnemental de son activité actuelle, et des organismes comme l'ADEME ou l'APESA ont mis en place des méthodes et sont capables d'accompagner les entreprises dans ces mesures. Il en résulte un impact environnemental classé en 3 catégories différentes, et ces catégories, on les appelle communément des scopes. Les scopes 1 et 2 a trait aux consommations et achats d'énergie sur les sites de l'entreprise. Leur mesure, elle est obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 500 employés. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises qui revendiquent une neutralité carbone actuelle ou future se contentent de le faire sur ces 2 premiers scopes, et elles omettent le scope numéro 3. Scope numéro 3 qui intègre notamment les marchandises, l'eau, les voyages et les déchets. C'est ce scope numéro 3 qui est généralement le plus impactant, mais c'est aussi celui qui est le plus compliqué à réaliser. Maintenant, quand une entreprise est capable de faire cette modélisation d'impact environnemental sur ce scope numéro 3, elles ont la possibilité de faire valider leur plan d'action par l'initiative Science Based Targets. Cette initiative, elle va confirmer que les plans d'action sont compatibles avec des objectifs de limitation du réchauffement climatique conformes à ceux de la COP21, donc la limitation du réchauffement climatique à plus 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Cette validation, elle est publique et elle est valable 5 ans, mais surtout, elle impose aux entreprises de rendre des comptes sur leurs progrès. Et du coup, ça constitue un vrai bouclier contre le greenwashing. Si on rentre dans le concret et si on prend en exemple mon entreprise, ici, je vous partage le détail des émissions de CO2 de Decathlon. On voit tout de suite que les scopes 1 et 2 ne représentent en fait que 4% des émissions totales de l'entreprise. D'un autre côté, on voit que le produit du traitement de ces matières premières, de sa production, en passant par le transport, l'utilisation et la fin de vie, ça va représenter 81% de l'impact environnemental de l'entreprise. C'est donc sur le produit qu'une entreprise comme Decathlon a décidé de se concentrer. Et l'objectif sera de réduire l'impact environnemental de chacune des étapes du cycle de vie du produit, tout en conservant ses fonctions principales. Et ça, en fait, c'est la définition de l'éco-conception. Face aux enjeux environnementaux, l'éco-conception ne doit absolument pas être perçue comme un avantage différenciant du produit ou du service, mais bien comme une condition essentielle à sa création et à sa mise sur le marché. Si on en revient à l'ingénieur, le plus souvent, son rôle dans une entreprise, c'est de trouver des solutions face à une problématique. La notion de gestion de projet et son triptyque coût, qualité, délai est normalement familière pour tout ingénieur, quel que soit son domaine d'activité. Et le mindset de l'éco-conception pourrait être résumé par l'intégration au projet d'objectifs de réduction de l'impact environnemental. Une fois cette intégration faite, il revient à l'ingénieur d'actionner les bons leviers, de faire les compromis nécessaires et de prendre les décisions adaptées pour que sa performance environnementale devienne un indicateur métier à part entière. Pour continuer sur les exemples, sur ce tableau, en fait, je vous montre ce que peut donner la modélisation environnementale d'un produit. Ces mesures ont été réalisées grâce aux données de l'ADEME et elles nous permettent de quantifier différents indicateurs comme les émissions de CO2 ou particules fines, l'eutrophisation des eaux ou l'épuisement des ressources. On y voit bien des valeurs sur chaque étape du cycle de vie du produit. Et donc, je vais me répéter, mais l'objectif de l'ingénieur, c'est bien d'actionner les bons leviers pour réduire les valeurs de chacune de ces lignes. Cet exemple, il est concret, c'est un vrai produit, c'est une moufle de ski sur laquelle, au final, nous sommes parvenus à réaliser 20% de gain environnemental. 20%, cela représente en fait, une fois ramené aux quantités vendues, une centaine de tonnes de CO2 qui n'ont pas été émises dans l'atmosphère. 100 tonnes de CO2,
c'est aussi l'équivalent de 23 000 produits qui n'auraient jamais été fabriqués. Et cela, ça a été possible par un choix de matériaux eux-mêmes éco-conçus, dont un certain nombre ont même permis de recycler 1,2 million de bouteilles d'eau. Par contre, c'est pas si simple que ça en fait. Les matériaux concernés, ce sont des matériaux qui sont souvent plus chers et qui ont même un approvisionnement beaucoup plus contraignant. Il a donc fallu que l'ingénieur défende et anticipe ses choix pour la bonne réussite du projet. Et on constate d'ailleurs que les volontés au sein d'un groupe projet sur l'éco-conception ne sont pas toutes partagées. La réduction de l'impact environnemental n'est pas forcément la priorité de tous dans l'équipe. Les enjeux économiques prennent souvent le pas sur ces enjeux environnementaux. Et c'est donc à l'ingénieur convaincu et conscient de son impact, c'est l'ingénieur convaincu et conscient de son impact qui a le devoir de s'opposer à la validation du projet si les objectifs environnementaux ne sont pas atteints. Maintenant, est-ce que l'éco-conception seule sera suffisante pour atteindre les objectifs de limitation du réchauffement climatique? Pour rappel, moins 90% d'ici 2050. On peut en douter. C'est pourquoi, en plus de ces stratégies d'éco-conception, on va sûrement assister à un changement profond de nos modes de consommation et donc on va assister à des entreprises qui vont devoir transformer ou adapter leur business model. L'économie de la fonctionnalité devrait ainsi prendre une plus grande importance dans les années à venir. Qu'est-ce que l'économie de la fonctionnalité ? Le ministère de la Transition écologique en donne une définition plutôt claire. L'économie de la fonctionnalité consiste à remplacer la notion de vente du bien par celle de la vente de l'usage du bien. Cela entraîne le découplage de la valeur ajoutée d'une part et de la consommation d'énergie et de matières premières d'autre part. Autrement dit, cela consiste à maximiser le nombre d'utilisations d'un produit ou d'un service pour en réduire son impact environnemental ramené à l'utilisation unique. Pour revenir sur des exemples, la location reste la solution la plus courante sur l'économie de la fonctionnalité et elle s'étend de plus en plus sur des biens traditionnellement achetés. Outre l'immobilier, ces dernières années ont vu l'émergence de beaucoup de plateformes. On peut citer WeCar ou Drivez sur les véhicules de particuliers, ou bien encore Bricolib et Hello Voisin sur du matériel de bricolage. Ces plateformes, elles ne sont propriétaires d'aucun bien, d'où la volonté des entreprises initialement conceptrices des produits de récupérer ce chiffre d'affaires qui aujourd'hui leur échappe, et cela afin de continuer de se développer tout en réduisant leur impact environnemental. Pour moi, le meilleur exemple de transformation de business model reste celui de Michelin Solutions, qui est passé de la vente de pneus à la vente de kilomètres pour les transporteurs. Michelin reste ainsi propriétaire des pneus qu'il loue et Michelin Solutions facture un forfait basé sur les kilomètres parcourus par le transporteur sur l'année. Pour cela, il a fallu adapter la conception des produits, adapter la conception des pneus pour concevoir des pneus plus durables et plus performants. Mais il a également fallu concevoir, créer de nouvelles organisations et services permettant d'entretenir ces pneus et de les recycler. Outre des économies de matière, il en résulte des économies d'usage et de carburant. Par cet exemple, on perçoit bien comment ces stratégies d'économie de la fonctionnalité auront comme vertu de doper la montée en compétences en conception dans le but d'améliorer la durabilité de ces produits destinés à la location. Cette montée en compétences, elle va bénéficier également au reste de l'offre produit tout en luttant contre l'obsolescence programmée. Outre la planète, l'autre grand gagnant est indéniablement le consommateur, l'utilisateur. L'économie d'usage, elle n'est pas limitée à la location. Les solutions de circularité sont multiples et nécessitent là aussi une forte implication de l'ingénieur dans leur application.
Par exemple, concevoir réparable, c'est très différent d'une conception classique. Certaines marques l'ont bien compris et en ont même fait un avantage commercial, comme par exemple Fairphone sur la téléphonie. Et des sites sont même devenus experts dans la notation d'indices de réparabilité des produits. Cela pourrait donc devenir un critère d'achat vraiment important à l'avenir, d'autant plus que la loi anti-gaspillage votée en février 2020, qui rentrera en application en 2021, rendra la communication d'un indice de réparabilité obligatoire sur 5 typologies de produits qui vont en fait faire l'office de pilote pour après avoir une duplication beaucoup plus large sur les produits de la vie courante. On peut aussi parler, quand on parle d'économie de la fonctionnalité, on peut aussi parler de l'upcycling, qui consiste en fait à transformer un vieux produit en un nouveau ayant une fonction complètement différente. Et du coup, en tant qu'ingénieur, pourquoi ne pas anticiper cette seconde vie lors de la conception même du produit? Pourquoi ne pas faciliter la vie du consommateur en proposant dès la vente des tutos pour transformer son produit une fois celui-ci usé ou désuet? Enfin, même concevoir un produit dédié à la seconde main ou qui se veut recyclable vient avec de nombreux challenges, notamment sur la séparabilité des composants ou sur le reconditionnement. Là encore, ce sont des contraintes que l'ingénieur doit intégrer dans son cahier des charges. En tout cas, plus que jamais, le modèle économique que nous connaissons depuis des dizaines d'années avec des croissances de quantité année après année, ce modèle-là devrait s'essouffler. Les entreprises l'ont bien compris, ou en tout cas elles commencent à bien le comprendre, et les ingénieurs devront suivre et adapter leurs méthodes. En conclusion, je souhaiterais aborder la notion de concurrence qu'il faudra, je pense, redéfinir. Les enjeux environnementaux dépassent très largement les entreprises et il est, selon moi, indispensable de systématiser les collaborations entre elles sur les sujets de développement durable. Et cela même lorsque la concurrence est frontale. Personne, absolument personne, ne sera gagnant à laisser un concurrent détruire une planète que nous partageons. Grouper des commandes de matériaux éco-responsables quand les minimums de quantité sont difficiles à passer. Mutualiser des stocks de composants plutôt que de les détruire. Partager des capacités de transport plutôt que de faire partager du vide. Ce sont des exemples parmi tant d'autres qui tiennent avant tout du bon sens, mais surtout qui ne sont pas impossibles à déployer. Les entreprises qui ont de gros moyens disponibles sur leur stratégie environnementale ou les entreprises qui sont très largement en avance sur leur temps ont un devoir d'accompagner les plus petites structures. Vivre, promouvoir et faire avancer ces transformations de l'intérieur est quelque chose d'on ne peut plus excitant et gratifiant. Si vous ne le vivez pas encore, vous pouvez me faire confiance là-dessus. Dans une entreprise, un ingénieur, ça a du poids, il est souvent écouté et il a même parfois mandat de décision. Et du coup, dans le contexte où tant de choses restent à écrire, il est plus que jamais de notre responsabilité de continuer de convaincre, créer, tester et oser. Merci de votre attention. Merci beaucoup Cyril pour cette conférence très intéressante. Merci à toi. Juste du coup, le contexte s'y prête bien et j'en profite pour le caler maintenant. En fait, il y a une initiative qui est justement, comme tu le disais, c'est à l'ingénieur du coup d'initier ce changement. Et justement, il y a une association qui va se lancer d'anciens, d'alumni en fait d'école. Et du coup, Polytech soutiendra cette initiative. Donc voilà. J'en profite pour le caler là. Vous en entendrez sûrement parler sur les différents réseaux sociaux, que ce soit votre association locale ou Polytech Alumni directement. Et même, je pense que il n'est pas impossible qu'on soit suivi ailleurs. Donc voilà, je voulais juste rajouter cette petite précision. Super.
Alors, on a eu une question de Sylvie qui demandait si la résistance d'un matériau, sa durée de vie, sa réparabilité n'a-t-elle pas un effet dans la réduction du taux de CO2 plus que l'allègement de la qualité du matériau? Alors c'est une très bonne question. Ça va vraiment dépendre. Ça va vraiment dépendre des cas. Il y a pas de vérité. Aujourd'hui, léger un matériau, ça va avoir. On va le faire dans plusieurs cas de figure, dans plusieurs conditions, pour différentes raisons. On peut alléger un matériau parce qu'on veut que le produit final soit plus léger. On va pouvoir se dire on allège un matériau, on a moins de matière, donc on va avoir un impact environnemental moindre. Par contre, si la matière de remplacement est plus impactante dans sa transformation, on n'aura pas forcément pris la bonne décision. Et à contrario, parfois, on va alourdir un matériau, on va renforcer un matériau qui va être peut-être plus impactant dans sa mise en forme, mais qui au final va prolonger la durée de vie du produit considérablement. Et du coup, si on revient sur la notion d'économie de fonctionnalité, d'économie d'usage, on va être gagnant, puisque à l'utilisation unique, on peut avoir un impact environnemental moindre. Donc ça dépend vraiment des cas, mais en tout cas, c'est une réflexion qu'il faut vraiment avoir en tant qu'ingénieur au moment du choix du matériau. Est-ce que c'est une vraie bonne idée de changer de matériau ou pas? Et ça passe vraiment par une étude de son impact environnemental. Ça passe par la connaissance des procédés de mise en forme et ça passe aussi par la disponibilité des bases de données d'impact environnemental des différentes matières pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Moi, j'avais une question. Tu disais à un moment donné que l'éco-conception, ça ne doit pas être différenciant, enfin, ça ne doit pas être un argument de vente. Le problème, c'est que dans le système actuel, comment tu peux arriver à. Vu que l'éco-conception n'est pas encore pris en considération, notamment par rapport à la concurrence que tu disais tout à l'heure, comment, du coup, dans le système actuel, tu peux arriver. Parce que, du coup, forcément, je suppose que l'éco-conception, ça a un coût supplémentaire. Il y a un coût, en tout cas, engendré par ça. En tout cas, comparé à certains types de produits. Et du coup, comment arriver à quand même vendre le produit euh, sans que ce soit vraiment vendu comme un argument de vente, quoi. Alors attends, je suis désolé, j'ai un problème de batterie. Avant de répondre, je vais essayer de le résoudre. Ça y est, c'est bon. En fait, quand je dis que l'éco-conception ne doit pas être une condition différenciante, je le dis surtout dans le sens où on ne doit pas le faire en se disant c'est ça qui va faire vendre mon produit. On doit le faire parce qu'il faut le faire. La finalité, c'est la réduction de l'impact environnemental pour tenir cette cible définie par les accords de Paris. Et si on commence à se dire on le fait parce que ça va être un argument de vente face aux concurrents, on prend le risque de se tromper de combat et de prendre les mauvaises décisions. Bien sûr, quand on peut le mettre en avant, il faut le faire parce que si ça permet de prendre des parts de marché face à un concurrent qui a un produit plus impactant pour l'environnement, on aura fait coup double. Puisque nous, de notre côté, notre produit, il sera moins impactant qu'avant. Et en plus, il représentera une part plus importante sur le marché. Donc, il faut le faire, mais il ne faut pas se dire c'est un argument, on le fait parce que ça doit être un argument. Il faut le faire parce que réduire l'impact environnemental de chacun de nos produits, de nos services ou de chaque livrable dans le quotidien de l'ingénieur, c'est la chose à faire pour préserver la planète, quoi. Et après, c'est vrai que la plupart du temps, le compo éco-conçu est plus cher que le compo. La solution éco-conçue est plus chère que la solution classique. Et c'est pas toujours le cas. Et de se creuser la tête pour trouver des solutions d'éco-conception, ça nous permet parfois de mettre le doigt sur d'autres leviers pour baisser le coût de revient du produit, de la solution. Non, ça ne me parle pas de ça.
Ouais, ce qui est noble, c'est l'intention, c'est pas le fait de le crier sur tous les toits. On se rend compte quand même qu'aujourd'hui, c'est bien de le faire si on le fait bien, parce que ça permet de mettre en mouvement dans son écosystème. Ça permet d'inspirer les consommateurs, ça permet aussi d'inspirer les concurrents. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, la notion de concurrence sur le domaine de développement durable, on doit passer au-dessus. Et donc moi, je travaille pour Decathlon. Si demain Intersport ou GoSport parvient à avoir les mêmes résultats que Decathlon, ou même mieux que Decathlon sur l'aspect environnemental, et tant mieux. On ne va pas se réjouir d'entreprises qui ne parviennent pas à faire ces gains, parce que la finalité, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est pas la croissance, c'est vraiment comment on peut continuer à développer son entreprise tout en préservant la planète, quoi. Ouais, bon, juste parce que du coup, il y a eu un blanc quand j'ai parlé en direct, j'avais coupé mon micro, donc personne m'a entendu. Et justement, je vais rebondir par rapport à ce que tu dis. Donc Veja, en fait, je parlais de Veja, qui était une marque de chaussures éco-conçue et du coup qui avait choisi comme levier d'enlever les coûts de communication et de promotion. Et justement, par rapport à ce que tu dis, je trouve ça noble de leur part, puisque la communication, vu qu'ils en font pas, et ils peuvent pas, enfin, ils ont pas intérêt à se réjouir de faire un produit éthique. Et du coup, justement, je trouve ça encore plus noble d'avoir choisi ce levier de la communication, puisqu'ils se basent pas du tout là-dessus pour vendre, quoi. Ouais, c'est ça. Et comme je le disais sur l'introduction de l'éco-conception, aujourd'hui, chaque entreprise a sa raison d'être. Il y a le pourquoi elle existe et il y a le pourquoi en deux mots. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui sont centrées sur l'éco-conception ou qui sont en train d'amorcer cette mutation, on se rend compte que dans leur sens, dans leur valeur, il y a plus que juste générer du profit. Il y a vraiment un sens profond derrière qui normalement doit animer les équipes. Et c'est autour de ce sens que l'on peut construire les belles stratégies de développement durable et d'éco-conception. On a une question de Ludovic, du coup, qui est en direct avec nous et qui va pouvoir poser directement sa question. Alors, merci Cyril pour la présentation. J'ai une question. Je travaille dans le domaine de l'énergie et ma question c'est comment on peut arriver à introduire un éco-design dans nos produits alors que notre marché, notre segment est uniquement drivé par le coût et qu'on est face à des concurrents directs chinois pour la plupart qui ont vraiment des règles environnementales différentes, une vision différente et aussi des subventions d'État. Donc, ma question, c'est comment nous, on peut arriver à introduire ça alors qu'on essaye déjà de survivre économiquement et de leur prendre des parts de marché. Alors là, honnêtement, Ludovic, j'ai pas de réponse. Comme j'ai dit, je suis pas un expert de l'environnement. Moi, je vous ai partagé ce que je suis en train de vivre dans mon entreprise. Je vous ai partagé mes convictions. Par contre, j'ai pas réponse à tout et encore moins sur l'énergie, qui est un domaine que je ne connais vraiment pas du tout. Je pars du principe, par contre, que chaque ingénieur doit peut-être pouvoir réfléchir sur son périmètre d'action, sur déjà qu'est-ce qu'il peut mieux faire. Quelles sont les solutions qui, selon lui, peuvent permettre d'amorcer la machine, de faire ce premier pas qui est nécessaire pour écrire cette grande stratégie. Sortir de là, chaque domaine d'activité est si différent, a tellement de contraintes qu'il est impossible pour quelqu'un comme moi de te répondre concrètement. Et de m'y risquer, ce serait probablement sortir une grosse saucisse. Donc je ne vais pas le faire. Donc je suis désolé, je ne vais pas pouvoir te donner de réponse très claire à ta question. Ça marche. Mais enfin, ce que je retiendrai, c'est que l'éco-conception volontaire, là, comme tu l'as décrit, c'est entre guillemets, je mets bien des guillemets, hein, mais c'est entre guillemets valable sur des segments où il n'y a pas que le coût qui compte pour le client final. Là, prenez l'exemple de la moufle de ski. Clairement, l'achat ne se détermine pas uniquement sur le prix de l'équipement. Ouais, alors après, tu vois, moi, je suis en train de... Alors, peut-être que je vais sortir une grosse saucisse, mais tu me corrigeras.
donc moi aujourd'hui, en tant que consommateur d'énergie, je suis sur un contrat bleu, je crois, d'EDF, je sais plus comment ils appellent ça. Et je vais passer sur un contrat vert pour avoir un maximum d'énergie renouvelable sur ma consommation d'énergie personnelle. C'est un peu plus cher de ce que j'ai vu, mais ça prouve que pour le coup, il n'y a pas que le coût, sans jeu de mots, qui compte pour tout le monde, en tout cas pas pour moi. Il y a aussi d'où provient cette énergie. Et donc, je suis pas un cas isolé en France, parce que si je l'étais, l'entreprise, enfin EDF n'aurait pas fourni ce service. Donc ça montre quand même qu'il y a d'autres leviers que le levier purement économique quand il s'agit de vendre un service ou de l'énergie comme ça peut être dans son domaine. Ok. Alors, on a une autre question de Sylvie. L'ingénieur produit peut-il faire évoluer son produit sans obtenir ou penser à obtenir l'adhésion de l'acheteur? Alors, bon, par acheteur, il y a plusieurs types d'acheteurs, hein. Il y a le client final et il y a le distributeur, donc qui peut être intégré ou externe à l'entreprise. Moi, j'ai envie de dire oui. Ça m'est arrivé de prendre des décisions en insistant sur vraiment les gains et en mettant plutôt en retrait ce que ça nous coûte. Donc les gains environnementaux et ce que ça coûte en argent. Aujourd'hui, quand je conçois un produit et que, je sais pas, j'ai une bêtise, mais on attend moins 30%, bah, j'insiste beaucoup plus sur le moins 30% que peut-être sur le plus 2, plus 3, plus 5% en coût. Notamment parce qu'aujourd'hui, j'estime qu'on doit passer d'une logique de bas prix à une logique de prix juste. Et parfois, ça passe par ne pas laisser le choix. Peut-être que j'aurais pu trouver des solutions moins chères. Mais j'ai préféré de ne pas creuser ces solutions-là pour garantir l'atteinte des cibles environnementales. Donc, c'est un choix. Et comme je l'ai dit, hein, la conception, initialement, c'est un triptyque, coût, qualité, délai. Maintenant, on ajoute l'impact environnemental. Dans ces 4 notions, il y a le délai. On n'a pas le temps, dans la création d'un projet, d'explorer toutes les solutions disponibles. Donc, il faut prioriser, il faut choisir ses cibles, ses pistes d'exploration. Et moi, j'ai toujours privilégié les pistes d'exploration qui mettent l'impact environnemental au-dessus du prix. Et après, on fait des choix, on fait des compromis. Mais en tout cas, c'est vraiment dans cette direction que je travaille. Et c'est aussi ce que je demande à mon équipe aujourd'hui. Jamais je vais leur dire attention, ton produit est trop cher. Par contre, très souvent, je leur dis ton produit est trop impactant. Très bien, merci. J'en profite, Sylvie, si tu as d'autres questions, tu peux aussi venir directement en direct avec nous pour débattre avec Cyril et nous. Moi, On va avoir... Oui, je t'en prie, vas-y Aurélien. Moi j'ai une question. Tu disais beaucoup que ça passe par la conception. Enfin, c'est au moment de la conception du coup qu'il faut essayer de faire changer le système. Mais est-ce que ce serait pas plutôt par le consommateur? C'est-à-dire qu'en fait, si le consommateur de lui-même, il arrête d'acheter par exemple des produits du coup comme tu disais avec la logique à bas prix et qui va plutôt se porter vers un prix juste, est-ce que du coup c'est pas plutôt à lui de faire ça plutôt qu'à l'ingénieur en lui-même? À partir du moment où il y en a sur le marché quoi. Il y a une tendance qui montre qu'il y a de plus en plus de consommateurs conscients et responsables qui orientent vraiment leur façon de consommer en se dirigeant vers les produits les moins impactants possibles. C'est une certitude. Par contre, aujourd'hui, ça reste qu'une frange de la population. Et comme je l'ai dit, les entreprises ont un immense pouvoir. C'est celui de changer les habitudes des gens. Avant qu'Apple arrive avec ses smartphones, qui aurait imaginé que demain, qu'un téléphone, ce serait fait pour tout sauf téléphoner, quoi. Ils ont vraiment apporté une nouvelle solution
qui a révolutionné le marché. Et aujourd'hui, des 3310, il y en a quasiment plus sur le marché. Donc, on se rend compte que quand c'est l'entreprise qui impose ses choix, les effets sont beaucoup plus rapides et radicaux. C'est pour ça que je pars du principe que c'est vraiment dès la conception, ou en tout cas même dès la définition de l'offre, qu'il faut mettre le plus d'efforts. Parce que si demain on arrête de vendre des produits très impactants ou nocifs pour l'environnement, les clients ne pourront plus en acheter, tout simplement. Donc ça va dans les deux sens, mais ce qui sera le plus efficace, c'est si toutes les entreprises tirent dans la même direction. Ouais, on est d'accord. Paul, tu avais une question? Moi, oui, tout à fait, j'arrive. J'avais une question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'éco-conception, elle peut être imposée par une certaine réglementation? Je ne pense pas. Aujourd'hui, je ne pense pas. Par contre, ce qui peut être imposé, c'est les scores. Alors, je ne sais pas si on voit encore ma presse. Je vais essayer de vous repasser une slide précédente. Vous voyez la slide ou pas? Tout à fait. Ouais, ok. Donc là, en bas à droite, il y a une notation C qui est sur une échelle ABCDE qui classe le produit concerné sur une échelle d'impact environnemental pour une typologie de produit donné. Un peu comme on a sur les téléviseurs ou les frigos ou même les maisons qui ont cette notation. Et c'est pas obligatoire. Decathlon a été précurseur dans l'implantation de ces systèmes de notation sur les produits, sur l'équipement sportif. C'est pas obligatoire, mais ça pourrait le devenir. Aujourd'hui, c'est obligatoire pour vendre une maison. C'est obligatoire pour acheter un frigo, une télé. Et on va avoir un indice de réparabilité qui va être obligatoire pour les lave-linges, les téléviseurs. Si je dis pas de bêtises, il y a les téléphones, les frigos et les tondeuses à gazon. Les 5 typologies de produits dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celle-ci. J'ai un doute sur le frigo à confirmer. Les 4 autres, j'en suis sûr. Donc ça, on peut nous obliger et on nous oblige déjà sur certains produits à le faire. Et à partir du moment où cette notation se démocratise, beaucoup de clients vont y prêter attention. On peut aussi faire le parallèle avec le Nutri-Score que vous avez vu apparaître depuis 2 ans sur les boîtes de céréales ou les gâteaux, qui nous dit vraiment est-ce que ce produit-là est bon pour la santé ou pas, quoi. Donc la mutation, elle est en cours, la transformation, elle est en cours. Et ça passe donc par cette normalisation, par cette législation qui impose de communiquer sur l'impact du produit. Maintenant, est-ce qu'il va avoir des limitations pour dire ce produit-là, il est trop impactant, donc il n'a pas le droit d'être mis sur le marché? J'ai pas le sentiment qu'on va y être rapidement. C'est peut-être pas impossible, et peut-être que plus on se rapprochera des limites, plus le réchauffement climatique empirera, plus il y aura une pression pour aller dans cette direction. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai pas à ma connaissance de lois qui sont dans les tuyaux. Mis à part peut-être, c'est la même loi par rapport à la loi de l'éco, de la réparabilité des produits, la loi anti-gaspillage qui nous interdit l'utilisation de produits plastiques à usage unique. Donc c'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas ça va quand même dans cette direction. Ok, je te remercie. Ok, et du coup on a la confirmation que les frigos sont bien inclus et que d'autres produits vont arriver, Sportlet et loisirs, en janvier 2022 dans le chat. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Donc au 1er janvier 2021, il y a ces 5 pilotes. Et à terme, il va y avoir donc d'autres typologies de produits, peut-être toutes, je ne sais pas. Et l'objectif, c'est même de passer d'un indice de réparabilité à un indice de durabilité. Donc voilà, les législateurs continuent de travailler dessus. Et pour le coup, alors on peut débattre du fait s'ils vont assez vite ou pas. En tout cas, la direction est bonne, de mon point de vue.
On a une question, alors je ne sais pas qui l'a posée, concernant l'éducation et le rôle de l'éducation au sein de l'information. Alors je ne sais pas toi quelle formation tu as suivi à Polytech Nantes, mais est-ce que tu as eu des cours justement sur l'éco-conception, et est-ce que tu ne penses pas que justement l'école devrait pas jouer, enfin la formation tout du moins, ne devrait pas jouer un rôle plus important dans la formation justement de l'ingénieur et de l'éco-conception? Alors moi, j'ai une formation de matériaux à Polytech Nantes. Donc, j'ai été diplômé en 2010 et je n'ai absolument eu aucune minute sur l'éco-conception, le développement durable, l'impact environnemental. Je n'ai rien eu du tout. Mais 2010, c'était il y a 10 ans. C'était déjà une autre époque. Ça fait vieux con de dire ça, mais en 2010, ceux qui parlaient d'écologie étaient taxés de hippies, de bobos de gauche, etc. Aujourd'hui, ça a changé. Comme je l'ai dit, c'est devenu la première préoccupation des Français depuis l'année dernière. Donc, c'est une évidence que les mentalités changent et que la formation doit changer également. J'ai écouté un petit peu l'intervention de votre directrice en tout début d'après-midi, qui disait, si je dis pas de bêtises, que justement il y allait avoir des programmes qui allaient traiter de ces enjeux environnementaux, et c'est une évidence que c'est la bonne chose à faire. Par contre, à mon avis, il faut pas qu'on commence à parler d'environnement, de développement durable, d'impact environnemental en cycle supérieur. J'ai envie de dire, dès la maternelle, on doit aborder ces sujets-là, et l'éducation nationale doit opérer sa mutation pour que ce soit une matière à part entière comme les maths, l'histoire géo ou le français. L'urgence, elle est là. Je suis pas collapsologue. Par contre, voilà, les enjeux, c'est pas moi qui les ai posés. Moi, j'ai fait que rapporter ce qui est dit par les gens qui savent, les scientifiques, les experts du domaine. Si on ne fait rien, c'est plus 9 mètres sur la montée des eaux. Enfin, aujourd'hui, combien de villes côtières dans le monde sont à moins de 9 mètres du niveau de la mer? C'est énorme. On parle 760 millions de personnes qui devront se déplacer rien qu'à cause de la montée des eaux. Ça ne prend pas en compte les zones qui vont devenir trop arides ou pour vivre, tout simplement, ou pour faire de la culture. Donc, si on ne va pas tous dans cette direction, si on n'est pas tous sensibilisés aux problématiques, dès le plus jeune âge, on n'y arrivera pas. Moins 90%, enfin, faut se rendre compte, moins 90%, enfin, c'est énorme. Ça veut dire qu'on doit produire qu'un dixième de ce qu'on produit aujourd'hui. Ou en tout cas, on doit mieux produire pour que ça représente qu'un dixième de ce qu'on produit aujourd'hui. C'est un challenge absolument colossal sur lesquels, nous, en tant qu'ingénieurs, on doit se poser. Et là, on a parlé d'éco-conception. Et pour rendre l'éco-conception possible, il faut développer des solutions d'éco-conception. Et là aussi, l'ingénieur a son rôle à jouer. On parlait des BECS, des pièges de captation de carbone. Il va falloir les inventer, ces pièges-là. Et ça passera forcément dans les mains d'un ingénieur à un moment. Donc c'est ça. Aujourd'hui, tout le monde rêve de travailler pour Google, pour Apple, pour Decathlon, pour d'autres entreprises. C'est très bien, c'est très noble. Et demain, il faut rêver de développer les solutions qui permettront à toutes ces entreprises de réduire considérablement leur impact environnemental. Ouais, je suis d'accord avec toi. Très bien. On a Thomas qui nous pose une question sur le chat. As-tu des sources ou documents qui permettent d'avoir des évaluations réalistes des impacts sur l'environnement des produits? Bon, je vais encore répondre à côté, j'ai l'impression, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, déjà, il y a... Avant de parler des sources sur l'éco-conception, je voudrais parler des sources qui m'ont permis de faire cette conférence, de construire cette conférence, et avant tout, en fait, des sources qui m'ont permis de me construire mes convictions. Je vous ai parlé du GIEC. Donc le GIEC, c'est bien ce groupement d'experts intergouvernementaux spécialisés sur le climat. Ils ont émis, il y a quelques années maintenant, ce rapport spécial sur l'impact d'un réchauffement climatique à plus 1,5 degré. Et je vous invite vraiment à lire ce rapport.
Il est plutôt court. En tout cas, il y a un résumé de ce rapport qui doit faire une 30aine de pages. Pour des personnes en cycle ingénieur, il est accessible, en tout cas à la compréhension. Et il définit vraiment quels sont les enjeux et comment on construit les trajectoires qui sont optimistes ou pessimistes. Après, pour des sources pour définir l'impact environnemental d'un produit, ça passe par des bases de données qu'il faut traiter à la typologie de produit. Je vous ai parlé de l'ADEME. L'ADEME a déjà identifié quel est l'impact environnemental de chaque matière, enfin en tout cas de la plupart des matières qui sont disponibles, de la plupart des matériaux qui sont disponibles sur le marché, et des process de mise en forme. Sur le textile, on va parler de tissage, de tricotage, d'énoblissement, de traitement déperlant, de traitement mécanique par la suite, etc. Chaque traitement dans la mise en forme, chaque étape dans la mise en forme du tissu est modélisée, et du coup après en fait c'est juste une somme pondérée par le poids du matériau. Et ça, on le fait sur chacun des matériaux, puis on le fait sur les opérations d'assemblage des matériaux, et ça nous donne l'impact environnemental du produit. Chaque produit est différent, chaque typologie de produit est différent. Donc du coup, il faut faire ce travail pour chaque nouveau produit. C'est long et fastidieux, ça nécessite un gros travail de traitement de données en amont, mais une fois que c'est fait, derrière, ça peut devenir une autoroute, soit par la mise en place d'un logiciel, et là du coup, nos ingénieurs IT qui se sentent peut-être un peu délaissés sur cette conférence ont un rôle à jouer, parce que construire ces outils, c'est pas une mince affaire. Il y a quand même des entreprises qui proposent la mise à disposition d'outils. Je peux parler de YouCan, par exemple, qui est une entreprise belge qui fait ça plutôt bien. Mais en tout cas, il faut passer par cette étape-là pour pouvoir après facilement déployer les mesures d'impact environnemental au produit dans son entreprise. Seul, c'est compliqué, ça nécessite que l'entreprise investisse dans cette stratégie. Et si votre entreprise aujourd'hui ne l'a pas encore fait, n'a pas forcément la volonté de le faire, c'est à vous de faire entendre votre voix, vous, mais pas que. Il n'y a pas que les ingénieurs qui doivent faire entendre leur voix là-dessus. Mais si vous êtes conscient, si vous êtes volontaire sur le sujet, à vous de faire remonter ces points-là. Aujourd'hui, même dans des entreprises comme Amazon, il y a des stratégies qui ont été décidées suite à des remontées vraiment de la base des personnes qui travaillent dans leurs entrepôts. Donc c'est possible. Ne rien faire ou attendre que ça se passe, pour moi, c'est encore une fois, c'est ne pas avoir compris quel est son rôle en tant qu'ingénieur et son rôle dans la société d'aujourd'hui. Ouais, alors je suis tout d'accord avec toi, mais je pense que dans les entreprises, le travail va être compliqué. Pour moi, je suis dans une boîte qui fait plutôt de l'informatique, ça n'a rien à voir. Mais quand je vois que juste déjà, pour leur faire comprendre que les mails, il faut arrêter d'en abuser pour X ou Y raison, avec tous les mails automatiques, etc. Quand je vois les réponses que j'ai obtenues quand je leur ai fait des remarques, je me dis qu'il y a des entreprises, à mon avis, qui ne sont pas prêtes de changer tant qu'on les a oubliées, je sais pas. Ouais, c'est pas forcément les entreprises qui sont pas prêtes de changer, c'est les mentalités de certaines personnes dans cette entreprise. Mais à un moment, j'aime à croire, je me trompe peut-être, mais j'aime à croire que si la pression s'intensifie, ils vont devoir céder. Et le cadre législatif va peut-être aider à un moment ou à un autre. Alors je connais très peu l'IT, mais au-delà des mails, il y a toute une IT verte qui est en train de se développer avec des entreprises spécialisées dans l'accompagnement d'autres entreprises dans l'IT pour justement les aider à lancer cette mutation. J'ai par exemple en tête une entreprise lilloise qui doit s'appeler It's on Us, qui a notamment cette mission d'accompagner les entreprises dans leur transformation pour tendre vers cette IT plus éco-responsable. Donc ça passe par trouver les bonnes oreilles dans l'entreprise, et ça passe par trouver les bons partenaires pour avancer. Et donc il y a les partenaires que l'on va payer, donc ils vont nécessiter d'écrire des stratégies, d'allouer des budgets. Et comme je l'ai dit, il y a des partenaires qui sont très volontaires
faire une intervention qui, dans un premier temps, sera gratuite, quoi, pour ouvrir un peu les chakras et peut-être pour accentuer cette pression qui peut venir des personnes convaincues et qui sont déjà dans l'entreprise. Et se prendre des râteaux, oui. Moi, j'ai eu des chefs de produits face à moi où l'éco-conception, c'était franchement pas leur priorité. C'est en train de changer parce qu'on leur laisse pas le choix. Mais c'est du vécu. Des fois, on a dit, vas-y, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ton éco-conception? On va faire 4000 pièces, concentre-toi sur les produits qui en font 4 millions. C'est vrai, il a pas tort. Mais pour autant, si on commence à faire des exceptions, on va déroger de plus en plus et on n'atteindra pas les cibles, quoi. On a Céline qui a rejoint la conversation. Peut-être que vous vouliez faire une intervention? Oui, tout à fait. Alors d'abord, je voulais féliciter et remercier Cyril. Bon, je pensais pas à la conférence, mais j'ai pu me libérer et du coup, j'ai pu t'écouter. Donc, vraiment, bravo d'avoir partagé à la fois j'ai envie de dire ton expérience et tes convictions. Et il y avait vraiment des messages forts, notamment sur cette responsabilité de l'ingénieur et la position que vous avez dans vos entreprises, qui n'est pas du tout, on va dire, anodine, même si on vous laisse pas tout faire. Et puis, je voulais juste effectivement revenir ce que tu dis un petit peu et que tu as souligné, c'est qu'effectivement, nous aussi, dans les écoles, on doit mettre une part plus importante. Et j'ai vu une remarque de Pierre-Antoine, qui a été un de mes élèves. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas une part suffisamment visible et suffisamment forte pour, pendant les 3 années, vous faire prendre conscience à la fois des outils que vous pouvez utiliser pour aller, faire du développement durable, prendre conscience des responsabilités que vous avez en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'ingénieur, et surtout réaliser que parce qu'on vous aura donné tous les outils, c'est-à-dire les outils maths, physique, chimie, on va dire mécanique, enfin vous avez entre vos mains les outils pour trouver les solutions de demain. Et c'était aussi dans ta présentation que j'ai trouvé ça vraiment super, parce et à nous aussi de vous transmettre un maximum, que vous ayez les formations les plus solides possibles pour nous trouver les solutions de demain, parce qu'il y a des enjeux. Comme tu dis, en plus, ça va vite. Et donc, moi, là, je m'engage encore un peu plus aujourd'hui à ce qu'à l'école, on aille aussi vite sur cette question pour, on va dire, mieux former, informer, faire venir des gens comme toi pour venir témoigner aussi que l'urgence, on en a de plus en plus consciente. Mais vous, les ingénieurs, vous avez un rôle parce que c'est vous qui arriverez à proposer des solutions. Et ça, c'est super important. Voilà. Et merci encore. Je vous propose de clôturer sur ces belles paroles. Merci à toi, Cyril. Peut-être que tu vas dire un dernier mot pour clôturer. Oui, je voulais d'abord remercier Céline pour ses mots sympathiques. Moi, c'était vraiment un plaisir de passer cette heure avec vous. Si j'ai pu avoir ne serait-ce qu'un tout petit impact sur les personnes présentes, j'en suis vraiment très heureux. Je voudrais, en conclusion, vous partager une dernière conviction. C'est qu'aujourd'hui, moi, à Decathlon, je suis dans une situation assez confortable, dans le sens où mon entreprise est déjà convaincue. J'ai pas à faire toute cette démarche de convaincre pour aller pour créer ces stratégies. Et j'ai bien conscience que c'est loin d'être le cas chez tous les ingénieurs. Cependant, moi, du coup, du fait d'être dans une entreprise qui est déjà convaincue, j'ai envie de dire, je suis dispensable. Si demain je pars, je serai remplacé et on choisira un remplaçant qui sera aussi convaincu. Donc au final, il n'y aura pas une grande différence. Par contre, vous, si vous êtes convaincu et que vous êtes dans une entreprise qui ne l'est pas, c'est là où vous pouvez faire la différence. C'est là où les gains environnementaux vont être les plus impressionnants parce que vous partirez de zéro. Donc, ne lâchez pas l'affaire. Encore une fois, c'est vous et votre conscience. Si ça vous tient à cœur, si vous avez vraiment conscience de l'urgence à agir, accrochez-vous, continuez de
prêcher pour votre paroisse et peut-être que vous parviendrez à provoquer une belle transformation dans votre entreprise. Et comme je l'ai dit, il n'y a rien de plus motivant, excitant à vivre au quotidien. Et c'est vraiment gratifiant une fois que l'on rentre chez soi. Ça donne vraiment du sens à sa vie professionnelle. Ok, ben, merci beaucoup à toi d'avoir préparé cette conférence pour l'occasion et d'avoir accéléré le planning puisqu'on t'a... Voilà. Merci à toi, c'était très intéressant. On a eu des retours dans le chat qui te remercient. Donc voilà, au plaisir de t'avoir eu avec nous. Eh bien, merci. Et puis, si jamais vous souhaitez que je réintervienne ponctuellement, alors pas toutes les semaines, hein, mais ponctuellement dans différents événements, mais n'hésitez pas, j'essaierai de me rendre disponible. Ouais, très bien. Merci à toi. Merci encore, Cyril. Bon après-midi.